Venu de ma lointaine Auvergne, me voilà très impressionné en face de Jules Romain, un peu comme l'alpiniste qui doit gravir l'Himalaya. En face du front neigeux de Jules Romain qui est là devant moi, souriant, j'ai vraiment l'impression de me trouver en face d'un de ces pics qui dominent le monde. Le monde littéraire, cela s'entend, et je ne sais pas trop, je l'avoue, de quel côté je dois commencer mon ascension. Cependant, plusieurs points nous rapprochent, Jules Romain. Et le premier point, c'est que nous sommes auvergnats tous les deux, nous en reparlerons tout à l'heure. Quelques autres points aussi plus intimes, si je puis dire. Vous êtes né en 1885, le 26 août, si je ne m'abuse. Oui, c'est exact. Vous aurez donc 85 ans cette année, ce qui est en quelque sorte un nombre rond, ou assez rond, et même d'une belle rondeur. Et il se trouve que mon père est né également en 1885, ce qui fait que j'ai envers vous, outre les sentiments d'admiration très profonds et très sincères envers votre œuvre, j'ai, dis-je, une sorte de sentiment filial. De plus, j'ai eu le prix populiste en 1952, comme vous l'eûtes vous-même honoris causa, me semble-t-il. Et dans le jury qui me l'accorda, il y avait un de vos amis, André Cuisinier, si je ne m'abuse, qui est également un unanimiste. Voici donc déjà deux liens. Mais comme j'ai dit, le principal lien, c'est celui de l'Auvergne. Il nous faudra, au cours de ces 6 entretiens, parler évidemment de l'unanimisme, mais tellement de choses ont été dites et écrites là-dessus que j'aimerais plutôt qu'on parle de choses moins connues, si vous voulez bien. Et essentiellement, pour commencer, de cette Auvergne qui nous unit. Vous êtes auvergnats, oui et non. Oui et non. Je proteste même volontiers contre cette imputation. L'Auvergne est plus bas que moi. J'appartiens à ce qu'on appelle le Velay. Et le Velay, pour moitié, n'est pas d'Auvergne. Il y a la moitié auvergnate du Velay, mais une moitié qui ressemble beaucoup plus au sommet du Languedoc. Et de reste, qu'il s'agisse des origines de la population, de ses aventures historiques, ou des impressions que peut avoir un touriste en se promenant, le Velay de l'Est est très différent de l'Auvergne. C'est exact. Cependant, je crois devoir insister en disant que vous êtes auvergnat au sens où on l'entend à Paris. Depuis que Louis Bonnet a fondé l'Auvergnat de Paris, oui, et a annexé de la sorte à peu près tous les habitants du Massif central. Oui. C'est dans ce sens donc que je dis que nous sommes auvergnats, oui, tous les deux. Vous avez également un autre point commun avec l'Auvergne, c'est que votre père, je crois, était, lui, franchement d'origine auvergnate. Oui, il était du Velay auvergnat. Celui qui va jusqu'à Brioude. Le Velay qui est à l'ouest du Puy. C'est ça, qui va jusqu'à Langeac, Brioude. C'est ça. Oui. Mais vous, personnellement, vous êtes né dans le Velay, vous êtes Velave. Seulement Velave de la montagne. Ma famille était Velave depuis toujours. Et dans la mesure où on peut refaire son histoire, ma famille avait toujours eu les pieds trempés dans les lauses, dans les roches dures du Velay, du Mézin. Ces roches qui servent à couvrir les maisons, ces schistes, oui, et ces laves. Oui. Disons donc, pour simplifier, que vous êtes auvergnat, oui, au sens parisien du terme. Vous êtes auvergnat, donc, de naissance, bien que vous n'ayez pas été élevé pratiquement dans le Massif central. Non, je suis né là-bas de façon fortuite. Accidentelle. Accidentelle. Mes parents prenaient leurs vacances, leurs premières vacances dans la région de Saint-Julien-Chapteuil, et moi-même je suis né là-bas par hasard. On peut dire que quelques semaines avant ou après, j'étais parisien, comme l'étaient mes parents, étaient devenus mes parents. Votre père était instituteur dans la région parisienne, à Paris. Il était déjà donc un représentant, oui, de ces aventuriers du Massif central, oui, aventuriers au bon sens, oui, du terme, n'est-ce pas, oui, qui n'hésitaient pas, et c'était vraiment une aventure en ce temps-là, qui n'hésitaient pas à sortir de leur montagne pour aller tenter fortune, oui, dans le reste de la France ou, oui, même dans le reste du monde. Oui, c'est ça. Il était donc établi à Paris, et très jeune, vous êtes venu à Paris, et c'est là que vous avez été éduqué. Je suis surtout un enfant de Paris, plus qu'un enfant du Velay même.
car je retournais avec mes parents dans le Velay toutes les fins d'été, mais ma résidence permanente était à Paris. Y a-t-il quelque chose de cette Auvergne que vous acceptez, oui et non, comme nous avons dit, qui transparaissent dans votre œuvre? Il y a d'abord une œuvre qui est dédiée entièrement à cette partie du Velay, et qui est Cromder le Vieil, qui a été joué par Copeau au Théâtre du Vieux-Colombier. Ça, alors évidemment, c'est une expression directe du sol et du paysage d'Auvergne et de la psychologie même des gens. Mais puis il y a les chapitres des hommes de bonne volonté qui se rapportent à ceux qui s'appellent Journée dans la montagne, qui se rapportent surtout et qui expliquent même cette différence entre le Velay, proprement dit, et le Velay auvergnat. Il y a aussi Gerfagnon, ce personnage des Oui. hommes de bonne volonté, Oui. qui est vélave, comme vous. Oui, plutôt, oui. Plutôt vélave. Oui. On trouve des Gerfagnons, en tout cas, dans la Haute-Loire. Oui, oui, certainement. C'est un nom de la région. Je trouve également dans vos poèmes des réminiscences de votre enfance vélave, comme ce fragment que je vais me permettre de lire. La paillasse était faite avec des feuilles mortes. Quand je me retournais, elles craquaient ensemble. Ce bruit entrait en moi si loin qu'il m'est resté. Et c'est lui que j'entends s'élever de Paris quand mon âme étendue pèse sur les faubourgs. Oui, c'est exact. Comme impression, c'est très exact et ça allait rester après de longues années. Il y a très longtemps que c'est écrit, ça ne m'empêche pas que je suis prêt à le signer, à le reconnaître. Voici un autre passage qui est une allusion à votre famille. Je suis né de petites gens, gagnant peu pour beaucoup de peine. Mes aïeux ont tiré de terre plus de blé qu'ils n'ont eu de pain. Il s'agit véritablement ici de vos aïeux vélaves, Oui. n'est-ce pas? Et qui était en effet, le nom de mon grand-père le prouve, c'est un des serviteurs du château. Il s'appelait Richier, n'est-ce pas? Richier veut dire quelque chose comme trésorier, mais donc serviteur, mais serviteur bien placé. Oui. Vous vous éloignez tout de même de votre ascendance maternelle et paternelle, peu à peu, par l'esprit. Je veux dire par là que dans la Haute-Loire, dans le Velay et dans cette région du Puy-de-Dôme, la foi religieuse était très profonde et, Oui. touchait toutes les classes de la société, Oui, y oui. compris les instituteurs, puisque votre oui. père était instituteur, n'est-ce pas? Or, on assiste dans l'évolution de votre pensée à une laïcisation progressive. Est-ce exact? Est-elle progressive, je ne sais pas, mais c'est exact dans le fond. Mais je ne sais pas si s'il y a un progrès visible pour le lecteur, je ne crois pas. Le fait est que Dieu ne semble pas tenir dans le reste Non. de votre œuvre une grande place. Non. Et même, si je puis dire, vous avez reconstruit Dieu, mais nous en reparlerons, si vous voulez bien, un peu plus tard, à une autre occasion. Parlons d'un autre détail biographique très curieux et qui a tenu beaucoup de place dans votre vie comme dans votre œuvre, c'est la bicyclette. Oui, c'est vrai que j'ai fait de la bicyclette de bonne heure et je me suis intéressé à l'instrument que c'était, instrument de voyage, de découverte. Il n'y a presque pas une route de ce pays-là que je n'ai fait en bécane. Vous avez été, si je puis dire, une sorte de précurseur du Tour de France. Oh, j'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est possible en effet. Non, je veux dire par là que vous avez fait vraiment de longues étapes, Ah, de oui. longs voyages. Et la bicyclette n'était pas à cette époque, je suppose, un instrument très, très commode. Elle était plutôt lourde, vous ignoriez le dérailleur, Oui. mais vous n'aviez pas peur des côtes. Ah non. Vous avez toujours aimé les ascensions, vous n'avez pas eu peur des descentes, au propre comme au figuré. Et cette bicyclette qui vous a permis de visiter la France, en grande partie, apparaît également dans votre œuvre à plusieurs reprises et pas dans les petites œuvres. Dans le théâtre, en particulier, il y a la fameuse Scintillante. Cette comédie très drôle, n'est-ce pas? La Scintillante, comme on sait, c'est la marque d'une bicyclette. Et cette comédie vous a été certainement inspirée par vos mésaventures cyclistes. Du moins, c'est une des origines de cette comédie. Et puis, il y a les copains. Les copains. Et à ce point de vue-là, c'est plutôt les copains que la Scintillante qui sont indiqués. Oui.
Ce voyage qui apparaît dans le roman Les Copains, vous l'avez fait réellement. À peu de choses près. Ah oui, ah oui, oui, oui. Vous avez suivi les mêmes étapes, C'est ça. c'est-à-dire là en pleine Auvergne, Oui. Issoire, Oui. Ambert. Avez-vous fait réellement autour d'Ambert autant de tours que vous le dites dans Les Copains? Peut-être moins. Il y a un endroit central dans Les Copains, c'est quand je me trouve devant la mairie d'Ambert, devant le milieu de la mairie d'Ambert. Eh bien, à cette époque-là, je me rappelle avoir très bien donné rendez-vous à un de mes camarades qui était Chenevière, le poète Chenevière, et devant le milieu de la mairie d'Ambert. Mais une fois que nous étions là, c'était le problème de trouver ce milieu. Oui, c'est difficile de trouver le milieu d'une mairie qui est cylindrique, qui est circulaire. C'est ça. Elle a été conservée du reste dans son état actuel. Oui, exactement, elle n'a pas changé. Oh, un petit peu. Oh, peut-être dans les détails, mais Dans le enfin, détail, mais le gros œuvre, mais disons, c'est ça. est toujours le même. Elle a toujours sa forme circulaire et elle reçoit la visite de nombreux touristes Oui, oui. qui Il viennent. y a un café qui s'appelle Les Copains, d'ailleurs, qui est en face qui est très sympathique, C'est ça. qui est en face de la mairie. Revenons à votre naissance, si vous voulez bien. Vous avez reçu le prénom de Louis à côté de votre patronyme Farigoul. Oui. Comment ce Louis Farigoul est-il devenu Jules Romain? La question est un peu embarrassante parce qu'il existait déjà un Jules Romain, n'est-ce pas? Oui. Pas très connu, à vrai dire. Mais sans C'est S à la fin. C'est ça, sans S à la fin. Je tiens Sans S beaucoup à cet S-là. C'est un peintre italien de Oui. la Renaissance. Disciple de Raphaël. Un disciple de Raphaël, Giulio Romano. Exact. Et donc il existait déjà un Jules Oui. Romain, beaucoup moins connu, je dois dire, que le Jules Romain avec un S. Y a-t-il une explication au choix de ce pseudonyme? Non. Non, pas d'explication. Ma sympathie pour Rome, si vous voulez, mon désir de quelque chose de simple et de facile à prononcer, puis c'est tout. Cette romanité apparaît d'ailleurs aussi bien dans le prénom Jules que dans le nom Romain, puisque Jules était le nom de la famille de Jules César. Et je dois reconnaître que l'ensemble Jules Romain est particulièrement euphonique actuellement, et d'ailleurs il est tellement accepté et universellement accepté que personne ne songe actuellement à trouver bizarre le choix de ce prénom. Au cours de ce second entretien avec Jules Romain, nous allons examiner, si vous voulez bien, une caractéristique, une habitude de vivre et de penser, pas constante, mais fréquente, que l'on trouve dans votre œuvre et dans votre passé. C'est celle du canular. Je sais bien que l'École normale supérieure a cette tradition, comme toutes les grandes écoles ont la tradition du canular, mais je pense que le goût que vous avez pour la mystification, pour les constructions absurdes, est une tendance personnelle et non pas acquise au contact de la rue d'Ulm. Pourriez-vous nous rappeler quelques-uns de ces canulars que vous avez montés ou vécus? Oh, le plus important et le plus célèbre est celui de la candidature de Brisset au titre de prince des penseurs et aussi de représentant de la démocratie française, puisqu'il a été presque élu. Enfin, presque, je dis presque parce qu'il n'a pas été tout à fait. Ça, je crois qu'en effet, Brisset a tenu beaucoup de place dans ma vie et j'ai été heureux de retrouver à Normal une atmosphère favorable au canular, n'est-ce pas? Loin de trouver ça impossible ou incorrect, mes camarades de l'école étaient tout prêts à admettre l'existence du canular et à modifier leur conduite en fonction du canular. C'était d'ailleurs une façon de reconstruire le monde, Oui. je pense, dans leur esprit. Oui. Il y en a un autre canular qui a, consciemment ou inconsciemment, été repris par la caméra invisible. C'est celui de l'inauguration d'une plaque, Oui. d'une plaque de rue au nom d'un personnage fictif. Oui. Vous vous souvenez de ce canular? Oui, oui, oui. Vous y avez participé réellement? Bon, c'est un détail à côté de celui qui consistait à faire de Pierre Brisset non seulement le prince des penseurs, mais l'adversaire heureux de Bergson, et le candidat à une fonction législative, il y a encore de la marge. Oui, assurément, c'est un détail. C'est une broutille à côté de cette Mais belle construction. Le programme de Brisset était très beau. Par exemple, il supposait non seulement la prolongation du chemin de ceinture, qui était assez Je me fais calé, ceinture, oui.
Mais une chose plus belle encore, c'est l'inhumation de tous les prolétaires au Panthéon. Je crois que certains points d'ailleurs de ce programme ont été repris plus tard par un autre célèbre auteur de canulars, ce candidat éternel à la présidence de la République, Ferdinand Loppe. Évidemment, vous n'avez eu aucune relation avec lui, mais vous l'avez inspiré, cela. Peut-être. Le canular apparaît aussi dans votre œuvre. Beaucoup de vos ouvrages sont construits sur un canular. Oui. Ou une mystification. Canular authentique comme dans Les Copains, par exemple, dont nous avons déjà parlé la dernière fois. Il y en a même plusieurs canulars dans Les Copains. Il y a un de ces personnages qui se fait passer pour un prédicateur, n'est-ce pas, et qui fait un sermon sensationnel dans l'église d'Ambert, un sermon qui est l'éloge de la débauche, n'est-ce pas, en gros. Et il y a aussi l'inauguration de la statue de Vercingétorix à Issoire. Et puis il y a cette pièce de théâtre d'Onogo, dont le nœud est un canular. Oui, et qui prouve même la fécondité des idées fausses, puisque Donegal est construit uniquement par la réclame avant de l'être par les hommes. Peut-être est-il bon de rappeler le sujet de Donegal. Donegal est une ville imaginaire construite par un professeur en Sorbonne, un professeur de géographie, M. Le Trouadec. C'est ça. Et cette ville qui n'existe pas attire en Afrique. Elle finit par exister. Oui, elle attire en Afrique. En Amérique. En Amérique. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, un grand nombre de colons. Oui. Avides de s'enrichir, qui y arrivent là et qui trouvent le désert, pas plus de Donegal que dans le creux de ma main, n'est-ce pas? Et puis, ils finissent par construire une ville à laquelle ils donnent ce nom, et ainsi des actions sont lancées en bourse, sont lancées sur le marché, et finissent par enrichir leurs actionnaires. Et comme vous le disiez, c'est la construction de l'esprit qui finit par précéder la réalité. C'est ça. Il y a beaucoup plus que le canular ordinaire, il y a véritablement ici une construction de l'esprit. Oui. Vous le savez comme moi, beaucoup de poètes ont imaginé des choses qui se sont réalisées par la suite et qui étaient à l'époque des canulars. Je pense que la République française a été à une certaine période un canular, n'est-ce pas? Ce qu'il est encore, je pense, c'est les États-Unis d'Europe. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous verrons cela se réaliser. Dans Knock, il y a également une certaine part de canular, ou disons de mystification. La création de l'impossible, ou de l'apparente impossible, par la volonté d'un homme, et une volonté qui n'est pas dupe de sa création. C'est ça, il finit par rendre malade des gens bien portants, et par imposer sa volonté à tout un village. Et là aussi, on peut voir des profondeurs assez extraordinaires si l'on extrapole, et si, au lieu d'en faire un médecin, si l'on en fait un homme politique ou un prédicateur religieux, n'est-ce pas, un idéologue, disons. Il y a aussi ce Jean le Maufranc, ce personnage qui a été honnête pendant une grande partie de sa vie, et puis qui un beau jour, fatigué de l'honnêteté, décide d'organiser légalement son insolvabilité. Et qui se construit ainsi une personnalité fausse et mauvaise. C'est ça. Oui. Et puis il y a un volume plus important dans lequel vous faites interviewer Dieu par un personnage imaginaire qui s'appelle X, plutôt par un journaliste américain, X, que vous écrivez H-I-C-K-S, mais enfin qui est évidemment la transposition de X, la lettre de l'alphabet, polytechnique. Et Dieu ainsi révèle, si je puis dire, le dessous de ses conceptions, ce qui est assez curieux. Et le pourquoi de ces ordonnances, de certaines d'entre elles au moins. Ce problème de Dieu vous préoccupe beaucoup. Ah oui. Et il apparaît sous une forme sérieuse, cette fois, dans un de vos derniers ouvrages, ces petits volumes de poche qui s'appellent « Pour raison gardée », dans lesquels vous avez reconstruit Dieu. Jusqu'à présent, n'est-ce pas, le Dieu des catholiques, le Dieu des mahométans, résultait essentiellement d'un acte de foi. Credo quia absurdum, n'est-ce pas? Je crois parce que c'est absurde. Et vous en faites au contraire un Dieu raisonnable, avec des attributs conformes à la raison. Ainsi, vous nous dites, il n'est pas possible que Dieu soit pourvu à la fois de la suprême intelligence et de la suprême puissance.
parce que la raison s'y oppose. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Pourquoi ces deux qualités sont-elles incompatibles? Parce qu'elles le sont dans la réalité même. Oui, cela signifie, je pense, que si Dieu était pourvu à la fois de la suprême intelligence et de la suprême puissance, les choses iraient mieux que ce qu'elles ne vont, n'est-ce pas? Et tout serait parfait sur la terre. Donc, ou bien Dieu a été dépassé dans son intelligence, ou bien il a été dépassé dans son pouvoir. C'est ça. Je pense qu'il y a là également une conséquence de ces interviews avec Dieu, une suite de ces interviews imaginaires de mystification. Voici d'ailleurs le principal passage. L'être suprême ne peut pas être considéré comme possédant toutes les perfections, celle de la puissance comme celle de l'intelligence et de la bonté. Il y a d'une part trop de place dans le cosmos pour le gaspillage et le double emploi. D'autre part, les vastes mécanismes du cosmos semblent s'être développés et joués dans la plus vaste indifférence morale. Dans les cantons infiniment restreints où ces mécanismes font une place à l'élément moral, la cruauté, la férocité de la création ne s'expliquent que par un créateur ou bien impuissant, ou bien amateur d'un spectacle souvent scandaleux, un créateur dilettante à la recherche d'un amusement. Un autre aspect dans l'évolution de votre pensée et dans celle de votre carrière est ce que j'intitulerais les tentations. Vous êtes devenu un écrivain de renommée mondiale, mais je pense qu'à différents moments de votre existence, vous avez été tenté par d'autres voies. Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Je ne dis pas que la... Dans les tentations que vous me citez, la seule qui ait vraiment eu de l'importance, c'est la tentation scientifique. Oui, assurément. Oui. Mais je ne néglige pas néanmoins les petites tentations qui ne sont pas les moins agréables et qui représentent tout de même des facettes de votre esprit et de votre caractère et sur lesquelles j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Par exemple, la tentation de la musique. Ben, j'aurais aimé à coup sûr être un grand musicien. Et qu'avez-vous fait pour essayer de devenir? Pas grand-chose. J'ai appris un peu le piano, le jeu du piano au début, puis celui du violon. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et puis, il m'est arrivé de jeter quelques notes sur du papier quadrillé, enfin du papier... Des essais de composition. Oui, de petits essais modestes. Très modestes. Oui. Est-ce qu'il vous arrive encore de produire de la musique? Non. Non. Mais j'en entends beaucoup. Oui, vous avez toujours le goût tourné vers ces choses-là. Oui. Il y a aussi une certaine tentation pour la peinture. Ah oui, sans aucun doute. J'attache beaucoup d'importance à la peinture et à la sculpture, tout en reconnaissant qu'il est rarement donné aux peintres ou aux sculpteurs de s'exprimer en toute liberté. Oui, c'est une question, je suppose, d'outils, de mode aussi. De mode aussi. Il m'est arrivé de bénir le sort qui n'avait pas fait de moi un peintre, parce que je serais très embarrassé pour trouver une occasion de m'exprimer à la fois de façon à satisfaire mon esprit, ma raison, et de façon à satisfaire le public. Oui, je pense que c'était une chose assez heureuse que vous ayez été un mauvais peintre, puisque vous êtes devenu Jules Romain. Si vous aviez été un peintre seulement de qualité moyenne, peut-être ne seriez-vous pas devenu l'écrivain que vous êtes. Et puis il y a une sorte de tentation que je qualifierais de négative. Une tentation qui, si elle était poussée à l'extrême, me semble-t-il, devrait conduire au silence, au mutisme. Je veux dire par là que j'ai lu dans votre biographie, écrite par Madeleine Berry très attentivement, me semble-t-il, que vous avez subi au cours de votre enfance une crise de conscience à un moment donné, lorsque vous êtes venu à connaître une certaine phrase de l'Évangile, « Il n'y a qu'un péché qui ne sera pas pardonné, le péché contre l'esprit. » Puisqu'on peut pécher contre l'esprit, vous avez eu aussitôt le scrupule de penser. Et si l'on pousse très loin ce scrupule, cela devient une sorte de cancer. Je veux dire par là que le scrupule mange la pensée et qu'elle risque de se taire, de ne rien produire. Avez-vous vraiment eu besoin de lutter contre ce scrupule? Dans une certaine mesure, oui. Je me rappelle par exemple une journée de mon enfance ou de mon adolescence première. C'était au sommet d'un tramway qui allait de la place Pigalle au Bois de Boulogne.
Je me revois très bien à ce moment-là. Je venais de lire le Renan et j'ai attaché beaucoup d'importance comme le mérite l'œuvre de Renan. Et dès cette époque-là et dès ce moment-là, j'étais fermé à un certain nombre de vérités de la foi. Cette maladie du scrupule Oui. semble être également une des sources de votre poésie. Oui. Comment cela? J'ai toujours eu un très grand respect pour la vérité et pour l'adéquation de la pensée et de la vérité. Autrement dit, je méprise les gens qui se contentent d'exprimer leur pensée sans se demander à quelle mesure elle est conforme au réel. J'ai été très sensibilisé à cet égard. Est-ce que cela touche uniquement l'expression poétique ou est-ce que cela va plus profondément? Aussi profondément que possible. Oh oui. Nous verrons la prochaine fois la tentation principale, celle de la science. Vous n'êtes pas un cas unique, Jules Romain, parmi le groupe des grands hommes de lettres qui ont été en même temps des grands hommes de science, ou qui ont tout au moins voulu l'être. Évidemment, il y a Léonard de Vinci, qui a été, comme vous savez, artiste, écrivain. Oui. Il y a plus modestement Voltaire. Et puis il y a notre compatriote Pascal. Parmi les contemporains, nous en avons d'autres. Comme Pascal, il y a un manque d'équilibre entre l'élément, si vous voulez, mystique et l'élément rationnel. Oui, assurément, mais je me place surtout du point de vue de la création artistique. Je ne pense pas qu'il y ait déséquilibre entre son importance littéraire et son importance scientifique. Ça, oui. Il y a parmi les modernes également des hommes de science, n'est-ce pas, qui sont des écrivains estimables. Duhamel, docteur Soubiran, etc. Vous n'êtes donc pas un cas isolé. Et puis il y a également Rabelais, n'est-ce pas, qui était aussi un médecin. Mais en tout cas, certainement, on ignore généralement que la tentation de la science a été si forte pour vous, puisque vous avez commencé réellement des études scientifiques au début de votre carrière. Après avoir terminé une licence de philosophie, vous aviez commencé une licence de sciences, n'est-ce pas? J'ai même terminé. Vous l'avez même terminé? Oh, oui, oui. Botanique, physiologie, histologie. Et ce ne sont pas des choses étrangères l'une à l'autre que la philosophie et la science. Tout au moins la philosophie dans le sens courant que l'on donne au terme, n'est-ce pas? Vous avez fait un diplôme d'études supérieures, sur les variations de l'individualité chez les talophytes. Je pense que les talophytes sont des champignons. Oui. Ce n'est pas une peuplade. Non, ce sont des champignons. Et c'est assez surprenant que ces champignons aient une individualité. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de cette individualité des talophytes? Ce serait très compliqué. C'est très compliqué. Ah oui. Oui. Les champignons sont aussi compliqués que les hommes. Ah oui. Mais ce n'est pas là l'essentiel et le plus remarquable, à mon avis, de vos travaux. Parce que l'essentiel de vos travaux scientifiques n'avait pas un but purement désintéressé. Il avait également un but humanitaire, un but social, et j'entends par là vos travaux sur les aveugles. Vous avez publié un ouvrage intitulé « La vision extra-rétinienne et le sens paraoptique ». Paraoptique. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour nous expliquer en quoi consiste cette vision extra-rétinienne et ce sens paraoptique. Paroptique. Paroptique? Paroptique. Ah bon, il y a un A de trop. C'est ça. Eh bien, ça consiste à retrouver dans l'expérience, dans la réalité constatée, une aptitude générale de la matière vivante à non seulement à percevoir la lumière, mais à en percevoir les différences et les modalités. La lumière et les formes. La lumière et les formes. Mais enfin, les formes ne sont révélées que par la lumière. Oui. Je savais que enfin, on sait communément que les aveugles sont pourvus d'un sixième sens, n'est-ce pas? Ils sentent, paraît-il, les obstacles, ils ont une sorte de petit radar intérieur qui leur annonce la présence d'un obstacle, d'un danger, suivant qu'ils sont plus ou moins doués, naturellement. Mais ce n'est pas tout à fait cela, ce sens paroptique. Ça consiste à faire apparaître
des résultats infiniment plus précieux et plus détaillés, plus précis que ceux auxquels vous faites allusion à l'instant. Oui, vous avez même fait des expériences oui. extrêmement curieuses. Je les relate dans ce livre en question, et l'édition anglaise contient même des éléments nouveaux par rapport à l'édition française du livre. Oui, j'ai ici sous les yeux résumé quelques-unes de ces expériences. Le 16 septembre, je ne sais pas trop de quelle année, 1919 probablement, 19 ou 20, c'était après la guerre, n'est-ce pas? Oui. La guerre commençait, avait fait un grand nombre d'aveugles. Et à la suite de cette multiplication des aveugles, vous avez été intéressé à cette œuvre humanitaire. Le 16 septembre, après une semaine de démarches pénibles, quotidiennement répétées, on lui confie 2 aveugles du centre de Nice, alors installé Villa des Colonnes, sous toutes sortes de réserves gênantes et sans qu'il ait confié à ces malheureux l'espoir tout théorique qui l'anime. Le 19 septembre, l'aveugle de guerre, Michel, reconnaît le chiffre 4, d'une hauteur de 8 cm sur 1 cm d'épaisseur, enfermé sous verre, dans un châssis, et suit du doigt par-dessus le verre le contour du chiffre. On devine l'émotion du savant qui assiste à la première confirmation de sa découverte et d'une découverte prometteuse de tels bienfaits. Jules Romain conserve la plaque du chiffre 4, dont la vue, des années après, le bouleversera encore. Le 20 septembre, Baudouin, ancien adjudant de la coloniale, reconnaît dans les mêmes conditions le chiffre 7, quelques minutes après le chiffre 8 et quelques minutes après le chiffre 2. Le 21, Baudouin fait plusieurs lectures correctes de chiffres, reconnaît des couleurs et des objets. Le 28, après une semaine d'échecs dus à des causes demeurées obscures, Michel réussit à lire plusieurs chiffres, des lettres majuscules, et décrit incomplètement, mais de façon saisissante, un objet non usuel présenté à quelque distance. À ce moment, malgré toutes les précautions de Romain, Michel et Baudouin, convaincus qu'ils vont recouvrer la vue, révèlent à leurs camarades du centre les expériences en cours, et Jules Romain ne les revoit plus. Toutes les démarches qu'il tentera au centre resteront vaines. Ce texte est un rapport assez sec. Mais très bien fait, très exact. J'aimerais que vous nous donniez quelques détails. Je me représente mal ces aveugles lisant avec leurs doigts, je suppose, avec leurs mains. Avec leurs mains, avec leur front, avec la peau en général. Avec toute leur peau. Oui. Lisant un chiffre enfermé et même sous une chasse. Décrivant le spectacle qui est devant eux, qui ne voit pas. Décrivant les personnes. Oui, les personnes. Est-ce que vous pensez que ces aveugles-là étaient particulièrement doués? Non. Ou est-ce que vous pensez alors que cette... J'ai attaché l'importance, c'est tout. Mais je leur avais fait promettre de ne pas en parler autour d'eux, d'éviter toute propagande, parce que je ne voulais pas être assailli par les demandes interminables d'aveugles qui voulaient recouvrir la vue. Aviez-vous une méthode pour développer ce sens paraptique? Oui, si vous voulez, j'en parle dans mon livre du reste. Et en quoi consistait-elle? À concentrer l'effort de la conscience sur ces phénomènes-là et à obtenir un silence de la conscience ailleurs. Par exemple, en présence d'un aveugle total, j'avais demandé à avoir des aveugles garantis. C'est-à-dire pas du tout des aveugles approximatifs, mais des aveugles qui avaient eu une énucléation à la suite des phénomènes de guerre. On ne vous a pas parlé d'occultisme, non, on n'a pas invoqué des explications surnaturelles. J'entends, mais je n'y attache pas l'importance. Comme vous le savez, les Russes et les Américains ont recommencé ces expériences il y a environ 2 ans et ont obtenu des résultats qui se sont gardés d'imputer à leurs prédécesseurs français, bien entendu. Vous aviez même été pressenti, je crois, pour diriger un institut aux États-Unis chargé de faire des travaux dans cette voie. En Autriche aussi, en Autriche. Oui. Et vous n'avez pas accepté cette proposition? Parce qu'il fallait choisir entre ça et la littérature en général, et je ne pouvais pas abandonner la littérature. Oui, vous pensiez qu'en définitive, vous seriez plus utile à l'ensemble de l'humanité
avec votre plume qu'à quelques aveugles c'est ça. avec vos travaux scientifiques. Ce sont donc là Et les... puis je comptais sur des gens indépendants de moi pour continuer ces travaux scientifiques. De mes grandes déceptions, ça a été ça, que ça ne soit pas continué par des jeunes savants. Je dois constater d'ailleurs que les préoccupations scientifiques ne sont pas étrangères, même de nos jours, à votre esprit. Non. Puisque dans ce volume, Pour raison gardée, on trouve encore beaucoup de pages consacrées à toutes sortes de problèmes scientifiques, et plus particulièrement aux problèmes cosmiques, qui semblent vous préoccuper beaucoup. J'ai été ami, étroitement ami de gens comme Einstein. Et Einstein, non seulement avait une très vaste vue des choses, mais en même temps une possibilité de s'intéresser à ce qui n'était pas sa partie. J'ai retrouvé d'ailleurs une similitude, je vous parlais tout à l'heure de Léonard de Vinci, j'ai retrouvé une certaine similitude entre vos pensées, enfin je veux dire ces petits textes se présentent un peu sous la forme de pensées, et le traité pour la peinture de Léonard de Vinci, où on trouve ces pensées scientifiques, n'est-ce pas, et cette admiration commune que vous avez, vous et lui, pour le corps humain, n'est-ce pas, cette merveille qui est le corps humain, cette divine création, comme il dit, et dont tous les hommes ne sont pas dignes, ceux qui en profitent mal, qui l'utilisent comme un simple objet. Ne pensez-vous pas, pour revenir maintenant à notre époque si chargée de science, si préoccupée de science et de scientisme, ne pensez-vous pas que, malgré tout, la science présente un grave danger? Je veux dire par là, on parle beaucoup de déchristianisation, n'est-ce pas, de notre pays, de notre époque. Ne pensez-vous pas que la science est en train de déphilosophiser, si je puis dire, notre époque? Dans une certaine mesure, oui. À coup sûr, les progrès de connaissance des choses par la science sont tellement importants et tellement intimes qu'ils rendent superflus les excursions dans les problèmes métaphysiques. Oui, c'est ça. Oui, mais ne risque-t-il pas, ces progrès scientifiques, de nous faire oublier l'essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce vraiment le corps ou l'esprit? Tout est là. Je ne sais pas. Il est difficile de fermer la route, d'arrêter la science dans son progrès. Et de même, il est difficile de demander aux gens qui ont jusqu'ici profité de leur esprit et de la puissance de leur esprit, il est difficile de leur demander d'abandonner ça. Mais je crois que... Disons, je pense que la voie moyenne, c'est celle qui donne le titre à votre ouvrage, Pour raison gardée. Oui. La voie moyenne est la bonne, c'est-à-dire celle qui se préoccupe des progrès scientifiques sans négliger les préoccupations que je qualifie d'essentielles, les préoccupations morales, spirituelles. Je me permets de rapporter in extenso la réponse que vous apportez par écrit dans Pour raison gardée à ma dernière question. Le titre de ce passage est « La grande question ». Le fond de la grande querelle est de savoir comment répondre à cette question. Dans la réalité, quelle place convient-il d'attribuer à l'élément esprit? Il existe toute une gamme de réponses. À une extrémité, le matérialisme pur. Tous les éléments du cosmos, macroscopiques ou microscopiques, sont explicables par les lois de la matière. Les phénomènes qui se rattachent à la conscience et à l'esprit sont des épiphénomènes, réductibles aux éléments et agents matériels. Rigoureusement parlant, ils n'interviennent pas dans l'enchaînement des causes. On pourrait théoriquement les supprimer sans modifier la marche des événements du cosmos. Cette conception se heurte à une difficulté fondamentale. Comment rendre compte de cet énorme amas de matière et de l'existence des lois qui en régissent les mécanismes? En outre, dans le cadre étroit de l'expérience terrestre, l'évolution du monde vivant semble bien conférer à l'élément psychique un rôle effectif. D'autre part, il est impossible de ne pas constater que l'esprit, au sens où nous, hommes, l'entendons, s'il tient beaucoup de place dans l'histoire humaine, en tient peu qui soit visible dans le cosmos. Et si l'on admet que l'esprit préside à la création et organisation de ce cosmos, on voit mal quel aurait été son but initial, alors qu'après des milliards d'années, ce cosmos se présente surtout comme un immense étalage de forces aveugles, que ne gouverne aucune intention morale perceptible et qui n'évite ni le gaspillage ni l'absurdité. Autrement dit, dans la gamme de réponses dont l'extrémité opposée au matérialisme pur est le spiritualisme absolu, sous la forme que lui donnent les religions avancées, une conception mitigée tend à prévaloir.
Elle fait de l'esprit un personnage militant, même souvent persécuté, qui tâche de défendre ses vues et ce qu'il considère comme ses droits dans des secteurs très restreints du monde ou, ce qui revient au même, sur des plans très limités de l'activité cosmique. Jules Romain, vous avez subi comme Saint Antoine toutes sortes de tentations. Nous avons parlé au cours de nos entretiens précédents de la tentation de la musique, de la peinture, de la tentation de la science. Aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons parler de la tentation de la politique. Vous avez eu en effet une œuvre politique et une action politique extrêmement importante dont nous allons être amenés à parler. Le fondement de cette action et de cette œuvre, c'est l'européisme. Oui, d'une part. Et d'autre part, un désir de trouver des solutions à la fois moyennes et acceptables par un très grand nombre de nos concitoyens. Je n'ai jamais cru au petit nombre, au très petit nombre. Oui, et cela est parfaitement conforme, naturellement, cohérent avec l'unanimisme. Oui. L'européisme, et cela va de soi, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Non. Victor Hugo parlait déjà avant vous des États-Unis d'Europe. Et d'autres ont vu même plus large. On a parlé de mondialisme avant Victor Hugo, et je pense particulièrement à Dante, qui disait, n'est-ce pas, nous dont la patrie est l'univers, comme l'eau, celle du poisson. Et je pense également à Marc Aurèle, quelqu'un qui vous est très cher. Pourquoi ce choix entre une option relativement restreinte, l'européisme, et une option qui apparemment semble plus vaste et plus généreuse, le mondialisme? Ou je ne sais pas s'il faudrait trouver une solution générale. Disons, si vous voulez, l'européisme, l'Europe d'abord, parce que l'Europe a joué dans l'ensemble du monde un rôle de conduction, c'est l'Europe qui a surtout compté. Oui, et je pense aussi que le mondialisme nous apparaît encore comme bien utopique si l'on pense que l'européisme l'est déjà. C'est ça. Que penser du mondialisme? Donc, de toute façon, il faut passer par l'Europe si l'on veut arriver au monde. Et si nous avons à négocier avec le monde, pour ainsi dire, ou avec les grands porteurs de force dans ce monde, nous passerons par l'européisme qui est la seule façon un peu large de concevoir les choses. Cela va de soi. Remontons un peu aux sources de vos opinions, si vous voulez bien. Et je crois qu'il nous faut remonter tout de suite au 2 août 1914. Même avant. Peut-être même avant. Même avant. Alors, qu'est-ce qui vous a influencé avant la guerre? Je pense que c'était cette course aux armements. Vous sentiez déjà l'approche du conflit. Alors, le 2 août 1914, vous ne participez pas au grand festival. Non. Vous êtes exempté de service militaire. Alors que, d'ailleurs, vous aviez fait un service militaire normal. Mais normal. Mais enfin, le 2 août 1914, vous n'êtes pas mobilisé. Non, pas tout au moins, vous ne l'êtes pas sous les armes, si je puis dire. Parce que moralement, vous êtes mobilisé. Vous vous mobilisez vous-même. Oui. Et c'est à partir de 1915 que cette mobilisation intellectuelle commence à prendre forme, je pense, avec la composition de votre grand poème « Europe ». Oui, que j'ai commencé à écrire à la fin de la période de la paix. C'est-à-dire que le 2 août 1914, il y avait déjà un certain nombre de promesses et d'engagements pris par moi. Et la première lecture publique du poème a eu lieu en décembre 1915, à la veille de Verdun. Je pense qu'il est intéressant que je cite quelques vers de ce poème pour le public. Voilà 60 jours que l'Europe est en guerre, l'Europe, mon pays que j'ai voulu chanter. Oui, c'est ça. Ce n'est pas en vain que je rêvais de commencer le chant de l'Europe. Je n'étais jamais assez digne, jamais assez purifié. Mais cette guerre a beuglé d'abord. Et je commence ta louange, Europe, dans un grand tumulte. Je dis le chant de ta naissance dans le cri même de ta mort. Oui, c'est ça. Il y a là véritablement une date, n'est-ce pas, dans ces vers, qui indiquent bien qu'ils ont été composés tout à fait au début du conflit. Oui. Nous avons cru en trop de choses, nous, les hommes de peu de foi. Je dis que nous avons menti comme un oiseau de cimetière qu'un voyageur entend chanter sur des tombes qu'il ne voit pas. Partout je t'ai cherché, Europe. Je fus le passant efficace qu'un sol ne porte pas en vain. Qu'il faisait bon frissonner à l'aurore,
qu'il faisait bon vivre, et même, peut-être, qu'il aurait été sage de mourir. Europe, Europe, je crie, ne te laisse pas mourir. Cramponne-toi, crispe-toi, reprends ta vie dans un spasme, écrase le Dieu terrible. Je pense que cet échantillon donne... Et puis, ça montre à quel point je prenais la chose au sérieux. Oui. Je ne prenais pas la guerre de 14 comme un épisode qui serait vite oublié. J'en ai mesuré le côté désastreux tout de suite et anti-européen. Ce poème a été publié d'ailleurs de façon clandestine, ou semi-clandestine. Semi. C'est Adrien Monnier, vous avez la libraire et l'ami des arts et des lettres qui habitait rue de l'Odéon, chez qui ça avait eu lieu d'abord, et qui ensuite a insisté pour que ce soit publié. Mais je dois dire que Gallimard publia Europe très vite, en édition à peine restreinte. Très limitée, oui. C'est par quoi je dis qu'elle était semi-clandestine. Néanmoins, il attire l'attention, naturellement. Oui. Et ainsi s'approche la fin du conflit. Et il est dit dans votre biographie que vous prononcez un certain serment. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans les formes classiques du serment. Je n'en ai pas le souvenir. J'entends par là le serment que vous avez fait d'œuvrer désormais pour la paix. Peut-être. Mais il n'y a pas eu un serment avec ce qu'il y a de particulier, de solennel dans l'efficacité du serment. Oui, c'est plutôt une attitude d'esprit constante. Je me rappelle. Oui, c'est un point d'ailleurs qui n'a pas une grande importance. Il y a également, pendant la guerre, un autre écrit qui me semble très important. C'est cet essai intitulé « Problème d'aujourd'hui ». C'est ça. C'est-à-dire, voilà ce qui s'est produit exactement. J'avais parlé de ça autour de moi. Et un de mes amis était un Américain qui représentait en France et en Europe la rédaction en chef de journal de Chicago Daily News. Comme il avait été frappé par ce que je lui avais dit, il m'avait demandé de faire des articles sur la question qu'il publia dans le Chicago Daily News. Et oui, je les ai faits. L'Amérique n'était pas encore en guerre, n'est-ce pas? Mais il n'était même pas prêt à comprendre son rôle, puisqu'on a, d'une façon officieuse, demandé au Chicago Daily News de ne pas publier cela, dès cette époque-là. Oui. Alors... Oui, ce n'est qu'après la guerre que cet essai a paru, je crois. D'abord, sous une forme intégrale, oui, mais sous une forme résumée, il a paru dans le Chicago Daily News qui voulait absolument qu'il fût dit qu'il avait donné une issue à ça. Oui. Par vos écrits, vous avez donc constamment lutté en faveur de l'Europe et de la paix. Oui. Et je crois que la meilleure preuve, c'est le titre même de votre œuvre principale, Les hommes de bonne volonté, qui rappelle évidemment la fameuse phrase de l'Évangile « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Mais vous n'avez pas seulement combattu par la plume. Votre action a été plus précise et plus concrète, si je puis dire. Oui, c'est ça. Vous avez été chargé, je crois, d'un certain nombre de missions. Oui, à cette époque-là, j'avais pour amis presque tous les hommes politiques dirigeants du pays. C'est-à-dire, je connaissais très bien des gens comme Daladier, comme Georges Bonnet, etc. Et j'étais amené souvent à leur exprimer mes façons de voir. Et je sais qu'à une certaine époque, ça avait été en 33. Oui, 33-34, me semble-t-il. Georges Bonnet me demanda ou Daladier me demandait si je voudrais me charger d'un voyage de conférence en Europe au cours duquel j'aurais l'air de m'adresser au public ordinaire, mais en fait, je m'adresserais aux dirigeants. Et je les verrais. Et en effet, à cette époque-là, j'ai vu à peu près, j'ai fait un tour d'Europe et j'ai vu tous les dirigeants de l'Europe actuelle à peu près. Enfin, j'en ai vu 14 ou 15. C'est un nombre. De l'Europe du temps. L'Europe du temps. Oui. Hitler, peut-être? Ah non, pas encore. Il était encore. Mais c'était avant son événement? Oui. Vous avez rencontré Otto Abetz, en tout cas. Ah oui, et puis des Allemands de bonne volonté qui y avaient encore. Ils étaient nombreux. Et ils ne craignaient pas l'arrivée d'un homme comme Hitler. Ça a été pour eux une surprise très pénible. Oui, et pour le reste de l'Europe aussi. Mais je suis allé même, à cette époque-là, je suis allé dans les pays baltes.
Oui, vous avez donc été En la Russie. colombe de paix qui malheureusement n'a pas fait accepter son rameau d'olivier. Non. Et c'est grand dommage. Mais j'avais été frappé par le désir où étaient les dirigeants de l'Europe actuelle de ne pas faire de guerre, de s'entendre sans guerre. Et je crois qu'ils étaient sincères. Ils ont été poussés par une opinion publique absurde et une opinion publique qui était vertigineuse. Mais aucun d'eux ne m'a fait l'éloge de la guerre. Cette série de conférences et de contacts diplomatiques, vous l'avez complétée, si je puis dire, par votre action dans les Pen Clubs, Oui. dont vous avez été président à partir, Oui. me semble-t-il, de 1936. Oui, et à ce moment-là, qu'est-ce qui était président? C'était Wells, je crois, qui a dit lui-même qu'il désirait que je fût son successeur. Oui, il a été exaucé. Oui. Et Et je j'ai sais- été nommé président du Pen Club à Buenos Aires. Oui, et ça c'est le fait, vous avez été président du Pen Club, Oui. mais vous avez eu à la tête du Pen Club une action en faveur de la Oui. paix. Je sais que vous avez notamment condamné le fascisme sous Oui, toutes oui. ses formes, Oui, le oui. nazisme, la violence. Et nous avons éprôné l'Angleterre qui était trop calme à cette époque-là et qui manquait d'entrain, Oui. qui vous avait offert de faire la conférence nationale à Londres à condition qu'il ne fut presque pas question de la situation actuelle. Oui, ils avaient déjà choisi, Oui. en somme, la paix, pour ne pas dire le déshonneur. Au début de la guerre, de la dernière guerre, la Oui. Deuxième Guerre mondiale, vous avez été amené à vous expatrier aux États-Unis, C'est ça. au Mexique, et vous avez continué là-bas votre action Oui. qui avait changé évidemment un peu Oui. de sens, Oui. puisque la guerre était là, nous Oui, étions en bien plein sûr. milieu. Et quelle action avez-vous menée là-bas? Ou ben, une action surtout individuelle, qui a consisté à avoir des conversations profitables dans mon esprit avec des gens, soit des Européens réfugiés comme moi, soit des Américains qui étaient encore hésitants. J'ai même vu des gens comme Roosevelt à cette époque-là. Oui, et vous avez mené, et je pense, une action aussi en faveur de la France, à Oui. ce moment-là, plus Oui. qu'en faveur de l'Europe et de la paix. C'est ça. Et l'européisme actuel, tel qu'il existe, vous satisfait-il? Oui, si vous voulez, je le trouve timide Timide, dans ces manifestations. oui, chez les hommes politiques? Oui, Oui. Il n'est pas assez unanimiste. Je veux dire par là que les peuples ne semblent pas participer beaucoup, pas assez en tout pas cas. assez tout au moins. Eh bien, espérons que cet unanimisme européen se répandra de plus Oui. en plus. Une idée assez surprenante apparaît dans l'origine de votre européisme. Je note en effet que vous considérez que la Première Guerre mondiale semble être une manière violente et morbide d'éprouver un besoin d'unité européenne. Oui. Cela me paraît assez paradoxal. Comment expliquez-vous ce besoin d'unité qui s'exprime par la guerre? J'explique ça dans la mesure où j'explique par une espèce d'escroquerie, si vous voulez, que les chefs du gouvernement ont eu à l'égard du peuple, de leur pays, quel qu'il soit. Autrement dit, je crois que la conscience européenne était plus avancée dans les dessous de l'opinion qu'elle n'était dans les manifestations officielles des gouvernements. Il fallait, ou alors il fallait voir les gouvernants eux-mêmes, et parce qu'aucun n'était opposé à l'idée d'Europe. Oui, le Kaiser, d'ailleurs, Oui, oui, ne oui. demandait pas mieux que de conquérir toute l'Europe, n'est-ce pas? Cet européisme-là ressemblait au pan-germanisme, Oui. au pan-slavisme, peut-être au pan-gallicisme de Napoléon. Oui, C'est en ce sens-là, donc, Oui, que oui, la oui. guerre exprimait ce besoin d'unité. oui. Et puis l'ensemble d'évidences d'ordre économique et d'ordre matériel qui étaient difficiles de nier et qui étaient évidentes à cette époque-là. Nous continuerons dans ce 5e entretien à faire, si vous voulez bien, le tour de mon Himalaya pour en voir les faces les moins connues. Et je vais essayer de vous montrer Jules Romain, poète. Car, en effet, et comme beaucoup de grands posateurs, Jules Romain a commencé par la poésie. Est-ce que, Jules Romain, le langage poétique vous semble supérieur au langage de la prose?
Dans une certaine mesure, oui, en ce sens que c'est un langage qui obéit à des lois particulières qui lui sont propres, alors que la prose n'y obéit pas ou s'en dégage. Je vivais au début du siècle et à la fin du 19e précédent dans une grande admiration pour les poètes qui avaient marqué leur époque, où j'ai toujours été un grand admirateur de Hugo. Et je désirais obtenir même une réaction contre la séparation qui se manifestait entre la poésie et le public. Il y avait déjà cette séparation avant la guerre de 14. Plus encore que maintenant, peut-être, si c'est possible. Oui, c'est-à-dire il y a un certain retour, je pense, actuellement, un certain retour vers la poésie, mais enfin, je ne pense pas qu'il atteigne un grand public, sauf peut-être à travers des manifestations secondaires comme la chanson, par exemple, qui est un véhicule de la poésie. Vous n'aviez pas néanmoins, je pense, des intentions révolutionnaires en abordant cette forme. Non, ou plutôt, je considère que c'était une révolution que de revenir à une espèce d'audience universelle de la poésie. Ça, j'y croyais. J'aurais été très déçu si j'avais su la suite des temps. Oui, mais je veux dire par là, surtout, vous n'aviez pas l'intention, je pense, réellement d'ouvrir une nouvelle école poétique, d'apporter de grands changements dans la langue, dans la manière. Ça consistait surtout à réintégrer dans la destinée séculaire de la poésie des audaces qui avaient eu lieu pendant que j'étais encore enfant. Oui, c'est-à-dire qu'en somme, vous vous considériez plutôt comme un continuateur qu'un novateur. Oui. Vous avez d'ailleurs écrit une phrase en 1928 qui me paraît très significative. « Nous aurions pleuré de faire de la peine à Claudel ou à Verhaeren. » Oui. Cette phrase me semble bien résumer votre état d'esprit à cette époque-là. Oui. Et cela est très différent, me semble-t-il, de la jeunesse poétique actuelle, qui veut découvrir du neuf, ou qui prétend le faire. Votre premier recueil poétique s'intitule « L'âme des hommes » et il paraît en 1904, à la suite d'un concours établi par la Société des poètes. Vous aviez envoyé à cette Société des poètes un certain nombre de poèmes. Oui. Et certains ont été retenus, d'autres ont été éliminés. Ils ont été perdus d'ailleurs, je crois, puisque vous n'en aviez pas gardé de copie. Et ce premier volume a été publié pour la première fois. Il a donc donné l'occasion d'imprimer votre pseudonyme, Jules Romain. Il a produit une plaquette blanche intitulée L'âme des hommes, imprimé par Pivotot et Fils à Saint-Amand, dans le Cher, pour la bibliothèque de la Société des poètes français, 227 rue de Vaugirard. Non, ça se trouvait être le premier poème couronné, si vous voulez. C'est la première fois que cette société publiait sous sa firme, et en somme avec l'appui de sa signature, un recueil de vers. Par la suite, vous avez continué votre œuvre dans des conditions assez singulières. Vous avez déjà pratiqué, si je puis dire, l'unanimisme. Vous vous sentiez sans doute un peu isolé et vous avez voulu vous incorporer à un certain groupe, à un groupe d'amis. Et je note en particulier autour de vous la présence de Georges Chenevière, de Charles Vildrac, de René Arcos et de quelques autres. Duhamel. Et de Georges Duhamel. Et revenant à votre goût pour la mystification, vous avez pratiqué à cette époque un peu la recherche que faisait Malherbe lorsqu'il allait se mêler parmi les crocheteurs du port au foin pour entendre leur langage. Mais vous, je ne pense pas que ce fût pour recevoir des inspirations de langage, mais plutôt pour recevoir des inspirations de sensibilité. Oui. Alors vous pratiquiez une sorte de mascarade, vous vous étiez déguisé en un personnage à mi-chemin entre l'ouvrier et l'apache, et vous n'alliez pas pratiquer le port au foin, mais la Villette. Oui. C'était là une mystification amusante, vous en souvenez-vous? Oui, je me souviens de l'époque où pour moi c'était le quartier le plus vivant de Paris. Oui, ainsi, alors vous étiez vêtu d'un vieux veston d'alpaga taché, d'un pantalon de coutil blanc serré à la taille, par une ceinture de flanelle bleue à multiples tours, et vous étiez coiffé d'une casquette à larges carreaux et chaussé de souliers jadis vernis,
que des ficelles retenaient mal à vos pieds. Je serais incapable de dire si cette description est restée exacte, je serais vieux. Oui, c'est la description faite par votre biographe Madeleine Berry. Vous alliez donc à la Villette, vous écoutiez parler les bouchers, et vous avez pratiqué ainsi un certain nombre de canulars, comme nous l'avons dit au début de notre entretien. Vous avez même simulé une bataille un jour avec Arcos et... Non, plutôt c'est Arcos et Chenevière qui ont simulé une bataille, et ces gens-là n'ont eu d'autre préoccupation que de vous sauver des mains de la police. Peut-être bien, mais je ne me rappelle pas. Après cela, voici d'autres événements qui entrent dans votre vie et qui complètent votre expérience. C'est le service militaire, puis l'école normale, et enfin votre présence à l'abbaye de Créteil. Qu'est-ce que c'était que cette abbaye de Créteil? Bien, c'était une institution, si vous voulez, qui avait fondé d'accord Duhamel et Vildrac et Arcos, et qui consistait à s'établir dans un pays très voisin, dans une banlieue très voisine de Paris, de vivre en imprimeur. Et en effet, dans le temps de la recherche, Duhamel en a parlé abondamment, cette tentative fut assez couronnée de succès, en ce sens que un certain nombre d'écrivains, de jeunes poètes, acceptèrent de donner leur volume à l'abbaye de Créteil. C'est à Créteil que ça fait lieu. Et ça a duré un certain temps, mais pas très longtemps. Au bout de quelques années, aussi bien Vildrac que Duhamel se sont persuadés que c'était inutile et ça ne pouvait pas réussir. Et ils sont tirés de cette affaire-là. Il l'avait appelé l'abbaye, je pense, en souvenir de l'abbaye de Thélème. C'est ça. Mais cette abbaye présentait un certain côté coopératif, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils, comme vous l'avez dit, qu'ils imprimaient les ouvrages de leurs membres ou d'autres écrivains. Et de cette façon parut votre poème « La vie unanime ». C'est ça, oui. En 1908. Je l'ai appelé poème et non pas recueil poétique. Est-ce que je me trompe? Vous avez raison, en ce sens que j'ai essayé d'établir entre les parties de ce livre une unité plus forte que ne signifiait habituellement l'unité d'inspiration à peu près dont témoignaient les œuvres de poètes antérieurs. Le genre d'unité qui règne dans le livre correspond bien à celle qui régnait dans l'inspiration. Oui, et c'est pour la première fois qu'apparaît le mot unanime, tout au moins au sens où vous l'avez entendu par la suite, et où vous deviez l'illustrer si extraordinairement avec les hommes de bonne volonté. C'est donc cette vie unanime, un poème, un grand poème, avec naturellement différentes parties, mais qui participent toutes de la même inspiration. C'est ça. Par la suite, vous publiez d'autres recueils poétiques. Un être en marche, Odes et prières, Le voyage des amants, Le chant des 10 années, auquel vous incorporez ce poème Europe dont nous avons parlé la dernière fois, L'homme blanc, qui paraît ensuite et qui dicte, si vous voulez, à l'homme blanc, à l'homme de race blanche, c'est de voir. Et enfin, un recueil inspiré par votre séjour au Mexique, Pierre Levé. Pierre Levé, oui. Qui est publié en 1948. Ainsi, vous avez eu une activité poétique concrète, manifeste, pendant 45 années environ. Bien, oui. Ce qui prouve bien que vous êtes resté en même temps que le prosateur que tout le monde connaît, au fond de vous-même, un poète. J'attache beaucoup d'importance à la poésie. Une des choses que je déplore dans le monde actuel, c'est la place limitée et circonscrite qu'a eu la poésie, qu'a reçu la poésie. Je cite comme exemple toujours d'une époque favorable 1860, qui a vu paraître à quelques années près La légende des siècles et Les fleurs du mal de Baudelaire, et ainsi de suite, et où la poésie était un événement public, où même des gens du peuple connaissaient au moins superficiellement les poèmes qu'avaient pour signataires Victor Hugo ou Lamartine ou Musset ou les nouveaux Parnassiens. Peut-être est-il bon que nous jetions un coup d'œil plus attentif à la forme de votre poésie. Vous avez écrit d'ailleurs, pour nous aider, un petit traité de versification.
Avec Chenevière. Avec Chenevière, c'est cela. À vous deux, vous l'avez composé alors que vous aviez déjà publié. Oh oui, c'était plutôt l'acceptation des règles que nous avions formulées. Nous avions, si vous voulez, pratiqué notre poésie. Sans en avoir défini les lois précises. C'est ça. Alors c'est en examinant cette matière que nous sommes arrivés à dégager les lois. Est-ce que vous vous souvenez de ces lois? Tout au moins Ah les lois oui. essentielles. Ça consiste à sauver le plus possible de la prosodie traditionnelle, c'est-à-dire à rester fidèle à deux éléments qui sont le rythme de 12 syllabes, par exemple pour le jeu alexandrin, et puis le, comment dirais-je, L'accord, vous parlez d'accord. D'accord. À la place de rime. À la place de rime. La rime n'étant qu'un aspect particulier de l'accord. C'est cela, une des variantes. Une des variantes, si vous voulez. Et c'est pour ça que même l'intérêt de ce livre, La Vue unanime, c'est de montrer ça. De montrer dans certains endroits, particulièrement, qu'il y a à la fois un rythme égal et ensuite des accords entre les vers qui se suivent. Accord signifiant quelque chose de plus large que la rime. Si nous passons au langage prosaïque, est-ce qu'il reste, selon vous, quelque chose du langage poétique que vous avez pratiqué si longtemps? Est-ce que vous pensez, autrement dit, utiliser en prose certaines ressources que vous avez utilisées déjà dans la poésie? Cela arrive, n'est-ce pas? Oui. Rappelez-vous Jean Giono, par exemple, oui. qui utilise si abondamment les images poétiques, qui emploie une prose si fleurie. Oui. Rappelez-vous également Hervé Bazin, Oui. pour qui est si cher le rythme, par exemple, qui truffe sa prose d'alexandrin. Est-ce votre cas? S'il s'agissait de truffer d'alexandrin, non, certainement non. Au contraire, il y a une confusion des genres que je condamnerais. Nous avons essayé de faire une prose qui fut émancipée par rapport au vers. Oui, je pense que votre Et prose de même- a d'autres qualités qui ne sont peut-être pas les qualités de la poésie, qui en sont d'autres, C'est ça. et qui sont faites essentiellement de clarté, De clarté. d'exactitude, jusqu'à la minutie, C'est ça. de richesse verbale. C'est ça. En somme, il s'agit d'une prose parfaitement classique. C'est ça. Mais du reste, nous voulions aussi rendre classique notre poésie. Elle était classique en ce sens qu'elle avançait sur la tradition, mais ne la niait pas. Oui, ce classicisme vous vient peut-être d'ailleurs en partie de vos études à l'École normale supérieure. Peut-être. Peut-être, oui, mais enfin pas essentiellement. Pas essentiellement, non. Actuellement, les poètes parlent toujours de incommunicabilité. Pensez-vous que C'est un tort qu'ils ont. Et il faut au contraire favoriser la communication entre le public et la poésie. Vous n'avez donc jamais eu l'impression qu'il y ait eu une barrière Non. entre votre pensée, entre vos sentiments et le public? Non. Le langage poétique ou prosaïque a toujours été entre vos mains un outil parfaitement docile. C'est ça. J'en- Bon. Nous avons essayé de rendre docile. Nous ne pouvons pas terminer cette série d'entretiens, Jules Romain, sans parler de ce qui a assuré votre gloire universelle, l'unanimisme, et de son illustration essentielle dans les hommes de bonne volonté. Cet unanimisme vous est apparu, me semble-t-il, à un moment assez précis de votre existence, de votre jeunesse, et vous avez eu en quelque sorte votre chemin de Damas littéraire. Vous souvenez-vous des circonstances? Pas en détail, mais en gros, oui. De plus en plus, j'étais sensible à l'évidence de cette force dans le monde moderne, à l'évidence de cette union des esprits et de ce passage éventuel à l'esprit individuel à l'esprit collectif. Maintenant, le phénomène dont on parle dans ce livre-là, qui s'est produit rue d'Amsterdam, était peut-être un peu simplifié. Au contraire, je me suis toujours efforcé d'épargner
tout le côté dramatique et anecdotique de la chose. Oui, ça n'a donc pas été réellement une sorte d'illumination, Non. mais quelque chose, une clarté qui vous est Oui. venue peu à Peu à peu, oui. Oui, cela paraît d'ailleurs beaucoup Oui. plus logique. Oui. Cela enlève un peu Oui. de mysticisme Oui, oui. à cette attitude. Et le moment est venu, me semble-t-il, de définir pour le grand public, pour celui qui vous connaît et pour celui qui ne vous connaît pas, le fond de cet unanimisme. Est-ce une philosophie? Est-ce une attitude politique? Ou est-ce seulement une manière littéraire? Il me semble que c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, à coup sûr. Eh bien, si vous voulez, examinons ces trois aspects. Est-ce une philosophie? Et si oui, laquelle? Bon, c'est une philosophie qui consiste à admettre que la sagesse et l'attitude devant la vie sont commandées à la fois par des actes collectifs et par des états de conscience collectifs. Alors que jusque-là, c'est l'individu seul qui était appelé à témoigner. Il y a ça, Oui. évidemment. L'humanité forme donc un peu, comme disait Pascal, un grand Oui, corps vivant. c'est ça. Mais alors que Pascal voyait surtout ce grand corps vivant dans son évolution historique, Oui. vous le voyez dans son étendue Oui. géographique et Oui. sociale. Social, c'est ça. Oui. Est-ce maintenant une attitude politique? Dans une mesure, oui. À propos de l'européisme, Jean, vous avez vous-même marqué les points d'insertion de l'unanimisme dans la politique actuelle. Il est évident que l'européisme est une forme d'unanimisme Oui, assurément. Le mondialisme aussi. aussi. Et que ces mouvements politiques ne sont possibles que dans la mesure où le peuple, la population dans son ensemble est atteinte par un unanimisme. Oui. Je me permets de soulever une objection Oui. à votre illustration de l'unanimisme dans ce recueil poétique qui s'appelle L'homme blanc. Oui. On peut être frappé, en effet, par un vers, tout au moins. Je chante l'homme blanc, l'homme premier, la race belle. Est-ce qu'on ne vous a pas reproché d'avoir une attitude raciste? Quelquefois, si. On ne me l'a pas reproché, mais on l'a souligné. Mais on ne me l'a pas reproché. Mais on me l'a souligné comme un fait curieux du racisme sans le savoir, que j'aurais été aux yeux de ces gens-là. Mais ce n'est pas le cas. Oui, mais comment conciliez-vous cette sorte de prédilection envers l'homme blanc, auquel vous appartenez, naturellement, envers la race blanche à laquelle vous appartenez, mais ce n'est pas suffisant, et votre unanimisme? Comment conciliez-vous ces idées qui me semblent un peu étrangères l'une à l'autre? C'est-à-dire que l'unanimisme ne supprime pas la hiérarchie, si vous voulez. Il y a une hiérarchie des races comme il y a une hiérarchie des individus. Acceptez-vous vraiment le mot hiérarchie? Ne serait-il pas mieux de parler de diversité? Oui, mais une diversité accentuée, développée dans le sens de la hauteur. Oui, C'était bien donc une vous hiérarchie. acceptez donc oui. sciemment le oui. terme de hiérarchie. Il s'agit de l'histoire ou de ces phénomènes les plus anciens. Ce n'est pas par hasard que la Grèce a joué le rôle qu'elle a joué, ou le Rome dans l'Antiquité. Et vouloir comparer l'effort de la Grèce de Phidias à ce que pouvaient être des... Civilisation chinoise, par exemple. Oui, encore, ou bien une civilisation européenne, pas des gens qui se battaient de façon incomplète et formelle dans les forêts de la Germanie ou de la Scythie. Ben, ils n'avaient pas le même rôle dans la formation éventuelle de l'humanité que la Grèce, par exemple. Dans une de vos œuvres récentes, d'ailleurs, pour raison gardée, Oui. vous vous plaignez de la déchéance de la race blanche. Oui. Et qui dit déchéance indique évidemment une haute conception de cette race blanche, et cela confirme bien votre opinion Oui. à son propos. Vous placez la Oui. race blanche Ah oui. au-dessus des autres oui, races. Sûrement. Passons au troisième point. L'unanimisme est-il une manière littéraire? Et si oui... J'ai toujours quelles- tâché d'échapper à la notion d'école littéraire. Ce n'est pas une école. Et c'est pour ça que j'ai trouvé superflu les protestations d'un comme Duhamel qui s'imaginait que je voulais grouper les gens de ma génération dans une même école. Ce n'est pas vrai.
Non, je pense d'ailleurs qu'il y avait assez de diversité, même entre les gens de votre génération, et tous n'étaient pas unanimistes. Non, non. J'ai passé mon temps à dire à des gens comme Duhamel ou comme Villerac, mais je ne vous demande pas du tout de m'aider dans cette unification de la pensée ou de l'inspiration du temps moderne, mais je vous demande de recourir à une certaine égalité dans les moyens d'expression. Alors là, évidemment, ils étaient forcés de en convenir. Vous avez eu cependant un grand nombre d'imitateurs, disons de disciples. Oh, c'est une mesure, oui. En France, comme Eugène Daby, par exemple, je pense à Eugène Daby dans l'Hôtel du Nord. Oui. Et je pense que le plus frappant, c'est Dos Passos, n'est-ce pas, aux États-Unis. Oui. Et même, dans une certaine part, Steinbeck. Oui. Est-ce que l'unanimisme pour vos imitateurs, pour vos disciples, ne se réduit pas simplement à un procédé littéraire, celui qui consiste à raconter plusieurs histoires en même temps? Peut-être, mais du reste, c'est le sort de la plupart des théories littéraires qui ont réussi en littérature, c'est de faire des conversions qu'elles ne souhaitaient pas. Ça, il est certain qu'il s'agisse de la prose de tel ou tel, ou même des vers de tel ou tel, ou de l'art dramatique en général, il y a eu des applications de l'unanimisme qui n'étaient pas souhaitées par le fondateur, par l'un des fondateurs de ce mouvement. Oui, après Pétrarque, il y a eu les pétrarchistes, ou pétrarchisants, etc. J'en viens maintenant à une question qui me touche beaucoup. Connaissant l'importance que vous avez dans la littérature française et mondiale, la hauteur de votre nom parmi l'échelle de nos grands écrivains et de nos grands poètes, je m'étonne de votre absence au prix Nobel. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la chose vous est indifférente ou est-ce que vous en éprouvez une certaine humiliation? Chacune de ces formules est excessive, je ne m'ai pas indifférent et je n'éprouve aucune humiliation. J'ai failli la voir en 1943. Au profit de qui? Je ne me rappelle plus. Il est bon que vous vous rappeliez plus, n'est-ce pas? Mais j'étais à ce moment-là en Amérique et c'était d'autant plus sérieux que les journaux américains avaient publié des petites notices avec ma photo, donc ils y croyaient. Ils n'aiment pas annoncer ce qui n'arrivera pas. Est-ce que cette publicité américaine a nui à... C'est possible. En tout cas, à cette époque-là, le prix Nobel avait encore son prestige. C'est-à-dire que il cherchait à couronner des hommes qui avaient dans leur temps représenté pour leur pays même, et pour l'ensemble de l'humanité, une forme supérieure. Enfin, on s'étonnait quand un homme comme, je ne sais pas, comme D'Annunzio par exemple, n'en était pas, et D'Annunzio avait fait cette réponse magnifique. Oui, vous êtes en bonne compagnie, naturellement. Oui. Il y a eu d'autres très grands écrivains qui n'ont pas eu le prix Nobel. Mais quand même, jusque vers 50 à peu près, le prix Nobel, le jury du prix Nobel s'est arrangé pour couronner des hommes qui, dans leur époque et dans leur temps, dans leur pays, avaient une certaine prééminence. Eh bien, ce cas devrait être le vôtre, justement. Mais remarquez, depuis quelques années, le prix Nobel va à des gens dont je ne discute pas la valeur, ne la connaissant pas, mais à des gens obscurs. Oui, quelquefois très obscurs, ou assez obscurs. J'ai beaucoup d'estime pour Albert Camus, pour Saint-Jean-de-Perse. Mais il me semble que leur tour devait passer après le vôtre, n'est-ce pas? Car, en effet, il est assez extraordinaire que l'auteur d'un roman en 27 volumes soit passé inaperçu, non pas inaperçu, mais n'ait pas été couronné par l'Académie suédoise. Je sais bien qu'on ne mesure pas la grandeur d'un écrivain au nombre d'ouvrages qu'il écrit, parce qu'à ce compte-là, Georges Simenon serait le premier écrivain de langue française, n'est-ce pas? Néanmoins, je pense que les hommes de bonne volonté sont un cas unique, à ma connaissance, d'un roman en 27 volumes. Mais si vous voulez, il était possible de m'attribuer le prix Nobel en 40 et quelques, mais il devait déjà plus discutable de le faire en 50 ou en 60, où je devenais un exemple mauvais à suivre, pas snob pour un sou, ne cherchant pas du tout sa réputation dans les couloirs sombres. Oui, vous n'avez pas manié suffisamment l'intrigue, sans doute faut-il de l'intrigue pour obtenir le prix Nobel, comme d'autres prix. Vous êtes d'ailleurs, vous avez également à votre palmarès, si je puis dire, un échec au prix Goncourt.
C'est possible. avec- Mais je ne sais même pas. Oui, j'ai vu qu'avec Lucienne, en 1922, Ah oui. vous n'avez pas obtenu le prix Goncourt. Et Rosny Aîné, apparaît-il, je n'étais pas là, a dit à ses confrères, il est trop connu. Oui, C'est aujourd'hui, curieux. ça n'empêche pas aujourd'hui de donner Non. le prix Goncourt à des gens connus, mais même très connus. Il paraît que Rosny Aîné a fait valoir ses arguments, auxquels se sont conformés les autres. Oui. Je reviens sur cette histoire des 27 volumes, parce qu'on pourra nous objecter qu'il y a d'autres grands romanciers dans notre littérature, je pense à Balzac ou à Zola, n'est-ce pas, qui ont construit des œuvres monumentales, mais je voudrais souligner la différence entre les hommes... Mais d'ailleurs, si le prix Nobel avait eu lieu du vivant de Zola, on a été très surpris qu'il n'eût pas le prix Nobel. Assurément. De même pour Balzac. Balzac, c'est encore plus simple parce que c'est une décision tardive qu'il a prise de réunir ces volumes entre eux, mais quand il les écrivait, il ne faisait pas. C'est ça, ces ouvrages sont en fait des Oui. romans indépendants les uns C'est des ça. autres. On trouve juste de temps en temps un personnage qui est c'est très ça. épisodique dans un roman et important ça. dans un autre. Non. Alors que Tandis dans les hommes... dans Zola, c'est évident. Oui. Et dans Les Hommes de bonne volonté, au Oui. contraire, c'est véritablement un seul roman Oui. qui se poursuit sur Oui. 27 volumes. C'est ça. Et deux titres sont particulièrement significatifs. C'est le premier, 6 octobre, et le 27e, 7 octobre. Oui. Ces deux titres soulignent bien la continuité Oui, oui. entre le premier Oui, volume oui. et le dernier. Pour terminer cet entretien, j'aimerais votre opinion sur notre siècle qui me semble unanimiste. À première vue, tout le monde parle de mass média, n'est-ce pas, Oui. d'opinion de foule, de mouvement de foule. Trouvez-vous que cet unanimisme-là corresponde au vôtre? Dans une certaine mesure, oui. Et ils correspondent aussi à un progrès, à coup sûr, dans la conscience de l'humanité en général. Mais il est très lent et très hésitant. Ce mouvement est hésitant. Et ce mouvement n'ose pas s'affirmer lui-même. Eh bien, Jules Romain, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé ces 6 entretiens. Non, Je m'en vais maintenant m'en retourner au cœur du Massif central, et qui est votre pays d'origine, et j'espère que je lui apporterai vos pensées, n'est-ce pas, vos meilleures pensées. Merci encore.